Et bonjour à tous. Voilà, on est à bord de Saori, toujours non loin du Stromboli, hein, qui est sur notre tribord là-bas. Et puis on fait toujours route au moteur. Voilà, ça fait plusieurs heures qu'on est au moteur avec un petit peu de voile quand il y a quelques risées, on va dire. Et puis voilà, je voulais vous parler. Alors c'est pas forcément une vidéo tutoriel, hein, c'est plutôt des petites astuces de navigation, des petites choses à faire en tant que capitaine, etc. J'essaye toujours de vous partager un maximum d'informations. Donc là, l'idée, ça va être de faire un tout petit contrôle rapide sur notre moteur. On sait qu'au préalable, évidemment, avant de partir, il y a des contrôles à faire, hein. On parle notamment de vérifier le niveau d'huile du moteur, le niveau d'huile de l'inverseur. On peut vérifier également la tension des courroies. On peut vérifier également la bonne auto-lubrification du joint tournant, ou alors le bon fonctionnement en tout cas du presse-étoupe, etc., etc. Évidemment le niveau de gasoil, etc., etc. Voilà, donc il y a déjà des contrôles qu'on peut faire au préalable, qu'on se doit de faire au préalable avant de quitter le port. Maintenant, là, ça fait plusieurs heures qu'on est parti, on est au moteur. Et moi, ma question, c'est est-ce que mon moteur chauffe? Donc forcément, si le moteur chauffait beaucoup, on aurait directement l'alarme du tableau électrique du moteur qui se mettrait en route pour nous signaler, un gros bip continu pour nous signaler que le moteur est en chauffe et du coup qu'il faut l'éteindre. Donc ça, c'est vraiment dans un cas critique, c'est un cas qu'on ne veut jamais atteindre, etc. Mais on a quand même cette sécurité-là supplémentaire pour ceux qui se posaient la question. Attention à voir selon votre modèle de moteur, selon votre modèle de bateau, selon votre modèle de tableau électrique, etc., etc. Voilà, en tout cas, le mien est équipé d'une alarme puisqu'elle a fonctionné une fois. Donc c'est qu'elle marche. Après, donc maintenant, on va faire des contrôles nous-mêmes. En tout cas, on va voir ce qu'on peut faire directement à l'intérieur du bateau. Alors évidemment, quand le moteur tourne, on évite de mettre les mains à l'intérieur le plus possible. Mais pour faire le contrôle qu'on doit faire, on est obligé. Donc vous voyez, les courroies sont là, donc il ne faut surtout pas mettre les doigts dedans. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est avec le dos de la main, comme ça, là, je ne sais pas si vous voyez bien. Avec le dos de la main, je vais venir poser ma main là et je vais venir voir est-ce que c'est froid ou est-ce que c'est chaud. Si c'est chaud, c'est pas bon signe du tout, il faut arrêter, il faut ralentir, couper le moteur et on va voir ce qu'on peut faire par la suite. Après, je prends ma lampe et je vais venir vérifier également au fond. Je sais pas si vous voyez là, je vous le montre. Le niveau du liquide du vase d'expansion du liquide de refroidissement. On va aller à l'extérieur pour parler, ça va être plus simple. Hop, voilà, ça va être plus simple. Donc comme je l'expliquais, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis déjà notre main, le dos de notre main délicatement sur l'endroit où il y a la roue à aube, c'est-à-dire la pompe à eau de mer de votre moteur. Et c'est en métal et du coup ça transmet la chaleur. Du coup, si c'est chaud, c'est que c'est défectueux. Si c'est froid, c'est que c'est bon. L'eau froide de la mer rentre à l'intérieur et circule bien, etc. Donc ça peut être déjà un des premiers contrôles les plus simples du monde. Encore une fois, prudence avec les courroies, hein, ne faites pas n'importe quoi. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez très bien, après plusieurs heures de moteur d'ailleurs, je pense que c'est ce que j'aurais dû faire. Le moteur étant chaud, j'ai pas besoin de le faire pendant que ça tourne. Je peux très bien éteindre le moteur, vérifier et rallumer le moteur. Voilà, si je veux vraiment être sûr. Bon, là, moi j'ai l'habitude, c'est mon moteur, je le connais quand même bien. Ce qui n'est pas du tout une excuse, ni une raison, mais bon, en tout cas, voilà. Par la suite, on a vu le vase d'expansion. Donc c'est pas, encore une fois, hein, c'est un vase d'expansion, c'est pas là pour faire le niveau de votre liquide de refroidissement. Il faut toujours que ça soit entre minimum, que le niveau soit entre minimum et maximum. Si vous voyez qu'il y a une grosse différence entre quand le moteur est froid et quand vous êtes en navigation,
bah, c'est qu'il y a de l'expansion du coup du liquide de refroidissement. Du coup, c'est qu'il a tendance à chauffer. Voilà, là j'ai regardé, il est exactement au même niveau de quand on est parti. Donc c'est plutôt bon signe. Le liquide de refroidissement, plus il prend en température, plus il prend en volume. C'est donc pour ça d'ailleurs qu'il y a un vase d'expansion, et il sert à ça justement. Il sert à compenser un petit peu, ou en tout cas à faire en sorte que ça déborde pas, ou qu'il n'y ait pas de surpression, etc. Avec ce vase d'expansion qui sert justement au niveau de si le liquide de refroidissement se met à chauffer. Voilà, donc ça c'est pour les contrôles. Maintenant, d'un coup vous voyez que ça chauffe, ou en tout cas que c'est chaud, vous voyez que les deux vérifications sont mauvaises. Qu'est-ce que ça peut insinuer? Et le moteur tourne bien en soi, hein, donc c'est pas un problème du moteur. Donc qu'est-ce que ça peut insinuer? Ça peut insinuer trois choses. Bon, la première qui est critique, et évidemment ça vous êtes censé vous en rendre compte immédiatement, puisque la première chose à faire quand vous allumez le moteur, c'est de vérifier à l'arrière si ça recrache. Donc évidemment, si la vanne d'eau moteur est fermée et que vous allumez le moteur, il va chauffer et vous allez avoir exactement ce problème là. L'endroit où on a vérifié sera chaud, etc., etc. Et ça va être en 5 minutes, c'est fin du truc, hein. Vous n'avez pas le temps de sortir du port, que c'est déjà la roue à aube. Si elle n'a pas d'eau, en 5 minutes elle est complètement bouffée. Si en plus vous faites si en plus vous faites des coups d'accélérateur, etc., j'en parle même pas. Donc dans tous les cas, de toute façon, il lui faut de l'eau pour qu'elle soit lubrifiée, qu'elle ne s'abîme pas. Sinon c'est du caoutchouc sur du métal, et en 2 secondes ça se fume, ça se patine, et c'est à changer. Voilà, donc ça c'est la première chose à faire. Et donc si vous voyez que c'est chaud, donc la première chose à faire évidemment c'est la vanne d'eau moteur. La deuxième chose à faire, c'est le contrôle de votre roue à aube. Si vous voyez que c'est particulièrement chaud, mais que tout le reste ne présente pas de problème, eh bien c'est que peut-être il va falloir démonter les petites vis diamétralement opposées, hein. Toujours, ces petites vis là sont très fragiles. Faites bien attention, ne les dévissez pas dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et notamment quand vous les serrez encore plus. Donc il va falloir bien les faire très attention, prendre un tournevis bien adapté, etc., quitte à en avoir de rechange. Et puis après vous regardez si les petites pales sont en bon état, ça se voit très vite, hein. Si c'est abîmé, ça se voit. Si c'est en très bon état, ça se voit. Donc ça se voit assez facilement. Ça se contrôle tous les ans, tous les 2 ans. Quand vous faites votre carénage, vous contrôlez au passage. Et puis si c'est bon à changer, vous changez, quoi. Un peu comme les anodes, et un peu comme quand vous contrôlez, attention, les courroies. Les courroies, c'est censé durer plus longtemps. Chez Saori, on a eu pendant de longues années une consommation excessive de courroies de haut de mer, la petite. Mais depuis la fin de l'Espagne, le problème est réglé par mes propres soins, grâce à une simple rondelle finalement, puisque tout le long on pensait que l'alignement était bon et qu'il était dans la tolérance, largement dans la tolérance de la courroie, et puis au final non, une simple rondelle de 1 mm, peut-être 1 mm 5, je sais pas, a suffi pour bien réaxer. Depuis elle s'abîme plus, elle ne se détend plus, elle ne se consomme plus, elle se consomme plus. Donc ça c'est un problème de régler, et qui est un problème qui était très chiant à bord de Saori, puisque ça me mettait des doutes tout le temps dans ma capacité à avoir un moteur efficace. Qui plus est, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de devoir, même en mer, la retendre, etc. Ce qui n'est pas forcément très compliqué, mais ce qui n'est pas forcément très agréable selon les conditions. Voilà, que dire d'autre? Dernière chose, vous avez vérifié votre roue à aube, tout est nickel, mais ou en tout cas vous la changez, le problème persiste, encore pire. Au préalable quand même, ça peut être bien, ça peut être bien de vérifier la crépine, c'est-à-dire l'arrivée d'eau sous le bateau, qui est une crépine en métal avec des tout petits espacements pour que l'eau puisse rentrer, mais que ça fasse un pré-filtre déjà pour que ça absorbe pas des grosses choses. Et avant d'arriver dans le petit panier à salade qu'on appelle ça, qui est donc le filtre à eau de mer, qui est situé au-dessus du moteur pour le coup, ou proche du moteur en tout cas. Et donc si votre crépine est complètement bouchée, forcément votre moteur galère, la roue à aube galère à faire cette dépression
suffisante pour aspirer de l'eau, pour refroidir votre moteur. Et en gros, vous manquez d'eau, quoi, tout simplement. Vous manquez de circulation d'eau fraîche, d'eau froide, pour pouvoir bien refroidir le moteur, hein. Évidemment, un des indices, c'est à l'arrière. Est-ce que ça recrache bien? Est-ce que ça recrache comme d'habitude? Si vous voyez que ça recrache moins que d'habitude, bah, peut-être que la crépine est bouchée. Voilà. Moi, c'est vrai que là, j'ai hâte de me jeter à l'eau un de ces jours et d'aller vérifier ça. Mais en soi, si à partir du moment déjà où la roue à aube est bien, l'endroit où on pose la main sur la roue à aube est bien froid, c'est que forcément, il y a assez d'eau déjà pour refroidir le tout. Voilà, bon écoutez, petit tips, petite astuce, sans prétention. En tout cas, je pense que ça va vous intéresser forcément. Encore une fois, n'hésitez pas à couper le moteur pour faire cette vérification. Je pense que c'est le seul détail qu'on peut rajouter. Comme ça, au moins, vous pouvez le faire en toute sécurité. Voilà, je vous embrasse, je vous laisse sur ce magnifique paysage. On voit la côte qui se dessine de plus en plus, le vent qui n'a pas vraiment envie de se lever plus que ça. On devrait bientôt approcher les 15 heures. Bon, en tout cas, on avance, c'est déjà ça. Voilà. Donc, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et toujours pas de mammifères, rien que du plastique. Plastique, on en reparlera hein, une autre fois, hein, mais toujours beaucoup de plastique. Hein. De toute façon, au final, c'est assez presque, on va dire, homogène. Hein. Il y a toujours des zones, des courants où on en voit plus que d'autres à certains moments, mais je pense que sur la globalité du truc, il y en a vraiment de partout. Dès à partir du moment où vous rentrez en Méditerranée jusqu'au moment où vous en sortez, il y a beaucoup de matières plastiques, grandes comme petites, comme microscopiques. Voilà, et puis que dire d'autre? Et du coup, bah, pas de cétacés, quoi. Hein, ça doit être un peu lié, hein, forcément. Hein, donc, je pense qu'ils préfèrent aller un peu plus au large, j'imagine, là où ils peuvent se nourrir hein, sans risquer de choper du microplastique dans leurs branchies, dans leurs fanons, dans leurs trucs comme ça. Bah, voilà. Bon, écoutez, pourtant là, il y a le détroit de Messine. Alors, est-ce que il est assez large pour que les cétacés y passent, ou est-ce qu'il faut vraiment faire le tour de la Sicile et là vous êtes sûr de les voir, quoi? Un petit peu comme si vous faites le tour du nord du Cap Corse. Normalement, si vous êtes au nord du Cap Corse, je pense que c'est vraiment le meilleur endroit pour voir ces animaux là. On est en plein centre du milieu pélagique entre la France, l'Italie et la Sardaigne et la Corse. Et on est vraiment au point névralgique et on est sur un passage contraint obligatoire de par la forme de la Corse. Ils sont bien obligés de faire le tour, de contourner par au-dessus. Et j'imagine que l'ouest de la Sicile, bah, c'est un peu la même chose, quoi. Donc je crains que malheureusement à Messine, avec tout le trafic qu'il y a, etc., je pense que on n'aura pas cette chance là. Voilà, donc j'espérais que ça soit sur cette nave là. Regardez la mer qu'on a en plus, la visibilité qu'on a. On a vu qu'on avait 45 000 de visibilité, ce qui est quand même pas mal, quoi. Quand même pas mal. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt à bord de Saori. Ciao ciao.